Alors nous avons vu que les constitutions républicaines reposent toujours sur cette souveraineté nationale. Et ça va avoir des conséquences majeures dans la politique républicaine et dans la forme des institutions. Comme le disait Sieyès, il faut forcément, Sieyès, il s'opposait au mandat impératif pour réclamer le mandat représentatif. C'est quelque chose qui va se passer lors de la Révolution française, qui va être en fait le coup d'État qui amorce la Révolution. C'est que, eh bien, le roi avait convoqué les États généraux parce que le royaume était dans une crise financière terrible. Et donc dans les États généraux se trouvent à l'époque des hommes et des femmes. Il se trouve à l'époque que les gens ont un mandat impératif, donc les gens les avaient élus, ce sont les gens qui avaient élu les membres des États généraux, selon leur État. Donc le tiers-État avait voté pour ceux qu'on a trouvés aux États généraux, la noblesse avait voté pour ses représentants, le clergé avait voté pour ses représentants. Et en fait, ces membres des États généraux, eh bien, ils vont faire ce coup d'État, ils avaient un mandat impératif, et ils vont le transformer en mandat représentatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mandat impératif, c'est quelque chose que l'on retrouve très bien dans cette idée de souveraineté populaire. C'est-à-dire que qui est l'employeur des représentants ? C'est le peuple. Le peuple missionne ses représentants pour un mandat qui est court, qui est révocable. Ça veut dire que si le représentant ne fait pas bien son travail, eh bien on peut le dégager. Qu'il doit rendre des comptes, c'est la reddition des comptes qui est associée au mandat impératif, que la personne qui est représentant doit exercer cette mission, et que selon la façon dont il l'a exercée, il devra rendre des comptes à ceux qui l'ont employé pour cette mission, donc les petites gens, le peuple qui les a élus. Et en fait, eh bien, les bourgeois du tiers-État, ainsi que la noblesse, ceux de la noblesse et du clergé, vont s'arroger un mandat qui est représentatif et non plus impératif. Ça veut dire que, eh bien, ils représentent les idées de la nation, ils représentent la nation, cette communauté de valeurs, et non plus les gens tels qu'ils sont. Ils ne représentent plus le peuple. Ils ne sont plus employés par le peuple, mais par la nation, par l'idée de nation, du coup, cette communauté de valeurs, voilà. Donc, leur boulot, ça va être, eh bien, d'interpréter ces idées de la nation, parce que eux seuls en sont capables, ce sont les meilleurs pour faire cela, les autres n'y arrivent pas. Ils doivent avoir eux aussi ces valeurs, mais ils savent pas bien comment les mettre en œuvre, en fait. Mais eux, ils sont très malins, et donc du coup, eh bien, ils vont pouvoir réussir à le faire. Donc ils n'ont pas de compte à rendre au peuple qui les emploie, parce que c'est la nation qui les emploie, c'est pas le peuple. Ils n'ont pas besoin d'un mandat court, parce que justement, il faut qu'ils aient un mandat long, 5 ans, 7 ans, 10 ans, pour pouvoir en fait, eh bien, délibérer, débattre. Ce mandat représentatif, il doit leur donner la liberté de débattre des idées pour trouver les meilleures solutions face à des cas concrets. En fait, ils prennent le pouvoir. Alors que, dans le mandat impératif, eh bien, ils n'ont pas des pouvoirs de délibération, de décision, ils doivent seulement rendre compte de ce que leur employeur, le peuple, leur a donné comme mission. Et ils ne font que ce qu'on leur a demandé, ils ne prennent pas d'initiative, des initiatives qu'ils ont tout à fait dans le mandat représentatif. Et donc voilà, ce qu'on va faire, eh bien, c'est député de la nation, tout fraîchement autoproclamé. Eh bien, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui encore. Quand on élit des députés, eh bien, ils ne nous rendent pas de compte. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'exécuter en fait leurs promesses de campagne. Donc en fait c'est là où c'est fou en fait. C'est parce que il y a ce quiproquo sur la démocratie et la République, mais parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a cette identité entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Et les Gilets jaunes, eh ben, quand ils se battent pour demander justement le référendum d'initiative citoyenne, ils estiment que c'est eux, en fait, qui sont les employeurs de ces représentants et qu'ils ont le droit, en fait, d'exiger ce genre de choses. Mais en République, le peuple n'a rien à exiger. Parce que le peuple n'est personne. Le peuple n'est pas l'employeur. Le peuple est sujet de droit. Tout ce qu'il peut faire, c'est élire des représentants non pas du peuple, mais de la nation. Donc voilà.
c'est très très important de bien comprendre ça, hein, parce que c'est vraiment hein, le clou des débats et du quiproquo qu'il y a entre République et démocratie. Et même parmi les démocrates hein, qui exigent la démocratie, ils ne comprennent pas, il me semble, hein, moi je n'en ai jamais entendu parler parmi les démocrates, cette idée de souveraineté populaire qui vraiment doit combattre cette idée de souveraineté nationale et combattre eh bien, ce nationalisme républicain. Donc, une fois que ça s'est bien posé, là déjà, en fait, républicains et démocrates vont pouvoir se distinguer. Voilà, donc vous pourrez débattre justement dans les commentaires hein, de cette distinction-là pour bien vous comprendre. Hein. Voilà. Et on a le droit hein, d'être républicain, hein, on a le droit d'estimer que, eh bien, non, il faut que ce soit les meilleurs qui exercent le pouvoir, en fait, qui interprètent les idées de la nation, etc. Mais il faut le dire, il faut arrêter que les républicains s'estiment de francs démocrates, parce que ça n'a pas de sens, c'est vraiment antinomique, hein, on est sur deux registres différents. La République est une aristocratie, c'est déjà ce que disait Aristote, que l'élection est un processus aristocratique, nous élisons les meilleurs. C'est ça l'élection, hein. C'est le principe. Si on élit des gens, c'est parce que profondément on cherche à choisir les meilleurs, les gens qui seront capables d'exercer le pouvoir. On ne choisit pas n'importe qui. Hein. C'est par exemple, si on admettait la souveraineté populaire, eh bien on pourrait choisir n'importe qui, à qui on donne une mission, et il l'a fait, et c'est tout. Et s'il ne la fait pas, eh ben... hein. Ce qui nous permet de comprendre l'élection. Et que qu'est-ce que l'élection? Eh bien, c'est vraiment ce choix, ce n'est pas l'exercice du pouvoir du peuple, hein. C'est simplement cette question de en qui as-tu confiance pour te diriger, toi le peuple, toi qui n'es pas capable de te diriger toi-même. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce qu'est la République. Elle repose, alors on va me dire, mais Swan, tu ne comprends pas, nous sommes en démocratie, nous avons le suffrage, c'est nous qui votons, donc c'est nous qui sommes réellement au pouvoir. Hein, c'est nous le peuple, par le peuple, pour le peuple, tout ça, blablabla. Voilà. Eh bien là, il faut tout de suite casser les choses. Hein, donc les républicains ont donné le suffrage censitaire dès le début, donc c'est les riches qui élisent. Effectivement, il y a une démocratisation du suffrage qui va s'universaliser, qui va s'ouvrir petit à petit seulement aux hommes citoyens et de toutes conditions. Le suffrage censitaire va être aboli, donc on arrive au suffrage universel, mais masculin. Et puis après, au suffrage eh bien, universel, mixte, masculin et féminin, en 1948. C'est très tard. Très tard, alors que, comme je le disais, dans l'Ancien Régime, eh bien, les États généraux étaient convoqués, eh bien, hommes et femmes y avaient accès. Donc il y a une régression en République, on ne donne plus le droit de vote à tout le monde, et surtout pas aux femmes. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, eh bien, on remarque que le petit peuple, hein, il est trop pris dans sa propagande de l'Ancien Régime, donc il va forcément vouloir y revenir. Et puis les femmes sont les plus conservatrices, donc ce sont les plus religieuses, et ça on le voit bien, si vous allez dans une messe n'importe laquelle, vous allez trouver plus de femmes que d'hommes. Et donc, comme elles sont plus conservatrices que les hommes, et bien, il ne faut surtout pas leur donner le droit de vote parce que c'est le retour à la sacristie, c'est terrible. Hein. Pour les républicains, c'est pas possible. Donc voilà, il y a une gradation, hein, c'est progressivement effectivement qu'on arrive au suffrage universel mixte, parce que bah, on a préparé le peuple eh bien, à exercer le pouvoir en vue du bien commun, qui est selon évidemment les idéaux des républicains. Donc ça c'est une chose, le suffrage universel. Et puis on va nous dire, mais Swan, tu ne comprends pas, nous sommes en démocratie parce que, eh bien, il y a la pluralité des partis. Hein, c'est important. On n'est pas comme en dictature où il n'y a qu'un seul parti, blablabla. Bla. Bon. Alors, là aussi, il faut voir que les partis, eh bien, c'est encore, en fait, la logique aristocratique hein, qui s'exerce. C'est-à-dire que il y a des partis politiques de droite à gauche
et dans lesquels en fait on trouve encore dans chaque parti une petite aristocratie. Hein. Les meilleurs du parti, les têtes de liste, etc. Qui sont les meilleurs pour interpréter les valeurs du parti. Et qu'on élit. Hein. Vraiment, il faut comprendre que le processus de l'élection est un principe aristocratique. C'est pas un mal, hein. C'est dans toutes les sociétés du monde, on trouve ce genre de principe que, on choisit qui sera les meilleurs parmi nous pour exercer le pouvoir. On ne veut pas confier le pouvoir à n'importe qui. Voilà. Donc c'est un principe aristocratique. Et donc, dans les partis politiques, c'est pareil. On fait des primaires et on vote pour des gens qu'on pense être les meilleurs pour représenter le parti et espérer gagner le pouvoir dans la République pour pouvoir que ces idées-là, qui sont les nôtres, soient appliquées à l'ensemble de la nation. Bien. Donc déjà, en fait, les partis sont des micro-aristocraties qui espèrent arriver au plus haut niveau d'aristocratie dans la République. Donc, dans l'hémicycle, ou carrément à la présidence de la République, au gouvernement. Donc les partis politiques, en fait, ils ont cette structure-là déjà aristocratique, et puis surtout, ils expriment une pluralité d'opinions, mais justement, c'est aussi ça le principe en République, c'est que tout le monde peut s'exprimer, mais tout le monde n'aura pas le pouvoir. Hein. Si l'on regarde, par exemple, les partis d'extrême, gauche, comme les partis d'extrême droite. Moi, je lance cette prophétie, jamais ils ne seront élus. Jamais. Jamais, au grand jamais. Ce sont des machines à perdre, et c'est surtout des machines à faire élire. Et en fait, elles ont de grands rôles. Et alors, tout de suite, on va devoir examiner quel est le rôle des partis politiques. Mosei Ostrogorsky, qui est un russe, va examiner à quoi servent en fait les partis politiques. C'est quoi leur rôle? Et en fait, il va déterminer qu'il y a deux grands types de partis politiques. Des partis qu'on va dire ad hoc et des partis omnibus. Un parti omnibus, c'est un parti qui s'occupe de toutes les questions sociales, économiques, politiques, écologiques, etc. Parce que son but, c'est la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir le plus longtemps possible pour pouvoir mettre ces mesures en place. Et puis il y a des partis qui sont ad hoc, c'est-à-dire qu'ils vont traiter une seule question. Typiquement, le parti animaliste aux élections européennes, il va présenter une liste de mesures pour s'occuper de la question animale, et une fois qu'il sera élu, il mettra en place ces mesures, c'est ce qu'il espère, et puis, une fois que sa mission est accomplie, il s'efface, il n'a plus de raison d'être. Et c'est un peu la même chose sur le mandat impératif, voilà, on mène une mission, donc c'est les partis ad hoc, ils ont quasiment un mandat impératif, on les missionne pour un truc, ils le font, et ils cessent d'exister, parce qu'ils n'ont plus de raison d'être, une fois qu'ils ont réussi. Alors qu'un parti omnibus, voilà, il demande un mandat représentatif, quelque part, il veut traiter de toutes les questions, délibérer, etc., etc. Et donc, la plupart des partis que l'on trouve dans la sphère publique sont des partis représentatifs, des partis omnibus, c'est ce que déjà déplore Mosei Ostrogorsky au début du XXe siècle. Voilà, et ça c'est une chose. Et ensuite, on a Georges Lavaux qui va chercher à comprendre encore quels sont les rôles de ces partis omnibus. Et il va traiter particulièrement du Parti communiste français. Il va se demander en fait à quoi il sert ce parti, parce qu'il n'est pas élu, etc. Mais en fait, je remarque qu'il a quand même une fonction qui est très importante. Et la fonction la plus importante qu'il note, c'est une fonction tribunicienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Parti communiste français, et aujourd'hui la France insoumise, c'est un parti qui va prendre la colère de gauche qui existe dans le peuple, et puis il va lui donner une expression au sein de la République. Parce que il y a eu la révolution russe, 1917, donc le communisme à la base c'est quand même quelque chose qui est une méthode révolutionnaire. Il faut faire la révolution, il faut conquérir le pouvoir et utiliser l'État pour créer la dictature du prolétariat qui enfin résoudra la lutte des classes. Bon, tout ça.
Et donc évidemment, c'est très bizarre en fait d'avoir un parti qui estime conquérir le pouvoir de cette manière. Et surtout qu'on ne lui fait pas confiance, il a mauvaise presse, etc. Donc à quoi il sert en fait ce parti? Et en fait ce parti, il cherche à coopter en fait tous ces communistes pour éviter en fait une révolution violente et que enfin le communisme soit coopté dans cette république. On leur dit ben, vous avez votre chance, un jour vous allez y arriver. Et il n'y arrive pas depuis un moment. Et ben, le Front National c'est exactement pareil. On coopte en fait toute la colère d'extrême droite pour éviter un coup d'état, un putsch fasciste, et on le met dans le Front National, et on leur dit vous inquiétez pas, un jour votre jour viendra. Et à chaque élection on trouve les médias qui disent ouh là là, ne faites pas le jeu des extrêmes, c'est pas bien, votez gentil, votez libéral, votez celui qui va vous la mettre le plus profond. Bon, pardon, il y a peut-être des libéraux dans l'Assemblée, et je n'espère pas les choquer, pour l'instant. Donc les partis politiques, en fait, ils ont cette structure-là déjà aristocratique, et puis surtout, auxquels ils expriment une pluralité d'opinions, mais justement, c'est aussi ça le principe en République, c'est que tout le monde peut s'exprimer, mais tout le monde n'aura pas le pouvoir. Il faut conserver cette aristocratie, justement, des plus riches, qui se partagent le pouvoir entre les partis, entre les membres du gouvernement et avec les médias. Si vous regardez ce magnifique documentaire qui sont les nouveaux chiens de garde, qui se base sur le livre de Serge Alimi, les nouveaux chiens de garde, vous allez remarquer les liens vraiment prégnants entre le pouvoir politique avec les médias et avec le pouvoir économique. Donc là, vraiment, il y a une caste, nommons-la clairement, une oligarchie. Des gens qui cherchent à conserver le pouvoir. Et qu'ils le font, on remarque, on n'arrête pas de pester contre tout et n'importe quoi, on dit que les Français sont des râleurs, mais je pense que les Français ont des raisons de se plaindre. Et que s'ils se plaignent, c'est justement que les choses ne vont pas. Et si elles ne vont pas, c'est que nous ne sommes pas organisés vers le bien commun, nous n'arriverons pas à converger ensemble vers le bien commun. Parce que le pouvoir est organisé pour répondre aux intérêts de classe de cette oligarchie. Et ça, je pense que la plupart d'entre nous, on sera d'accord. Je ne pense pas soulever de grandes choses. Et donc, évidemment, ces partis politiques, ils rentrent dans cette logique-là. Le Front National, par exemple, si on regarde l'histoire de ce parti, il n'avait aucune chance, en fait, d'exister dans la sphère politique. Et il existe seulement parce que Mitterrand a eu peur de perdre, alors pour diviser la droite, il a fait un grand coup de poker fantastique. Il a invité sur une chaîne publique Jean-Marie Le Pen pour parler pendant plus d'une heure de son projet politique pour la France, alors que le Front National à l'époque c'est 0,18% de voix aux élections départementales, enfin c'est que dalle. Et après, ce passage, les scores du Front National vont vraiment exploser, ce qui va en fait permettre à toute une frange de la droite de se reporter sur le Front National, de scinder la droite en deux et de permettre la réélection de Mitterrand, puisque l'opposition était dissoute. Et ce qui fait que la droite aujourd'hui c'est une catastrophe. Tout comme la gauche, ceci dit. Bon. Et donc, en fait, on va observer ces jeux de pouvoir en fait dans les partis, et il va y avoir une fonction tribunicienne, moi je pense, donc c'est pas ce que dit Lavaux puisque lui il a étudié que le parti communiste, mais je pense que le Front National a cette fonction tribunicienne aussi, en fait d'intégrer les gens d'extrême droite et en fait de leur faire perdre le combat, puisque ils croient que ils vont pouvoir arriver à leur fin avec la République. Bon. Et finalement, c'est toujours le centre libéral, de gauche ou droite, peu importe la sensibilité, c'est toujours un peu pareil, qui va gagner les élections face à ces extrêmes. C'est toujours le camp du bien qui est vainqueur. Et donc on voit bien en fait que on vit clairement dans un système qui est aristocratique. Parce que les fondements, c'est la souveraineté nationale, et parce que du coup, pour interpréter cette souveraineté de la nation, il faut des représentants qui soient élus, etc. Et les médias nous apprennent comment élire, parce que nous ne sommes pas vraiment intelligents. La souveraineté populaire, c'est pas leur truc. Voilà.
Donc ça c'est très important pour bien comprendre en fait ce qu'est la République. Alors évidemment je sais que mes propos sans doute ont heurté la sensibilité de tout un chacun, eh bien n'hésitez pas à m'amener vos objections parce que j'en ai besoin pour construire encore mon raisonnement. Eh bien donc de me les proposer eh bien, donc, en commentaire pour que je puisse eh bien, voilà, y répondre. Alors je le ferai pas tout de suite, mais plus tard, voilà, dans d'autres vidéos, une fois que cette série sera terminée, de reprendre les meilleures objections et peut-être de faire une sorte de FAQ là-dessus, hein, de traiter objection par objection ce qu'on peut dire sur la République. Et donc nous allons voir maintenant ce que peut être une vraie démocratie. Une démocratie du coup basée sur la souveraineté populaire et pas la souveraineté nationale, et de voir comment est-ce qu'elle pourrait se mettre en place et comment eh bien, elle parviendrait en fait à exister et à vivre. Je vous retrouve donc au prochain épisode avec grand plaisir. Salut!